Tout d'abord, merci à Hugo de m'avoir invité, d'autant plus que, comme vous le savez, je ne suis pas ni de près ni de loin un spécialiste du droit international, et ce n'est pas à ce titre que je prétends intervenir. Je travaille plutôt, comme vous le savez aussi, sur la Palestine, et effectivement, il se pose autour de la Palestine un certain nombre de questions, à la fois sur le droit international, sur la responsabilité de protéger, qui en font un cas un peu emblématique à la fois dans le débat général qu'il y a depuis quelques années dans nos sociétés, mais aussi par la longueur du conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre conflit international qui dure, alors selon qu'on le commence en 1918, en 1948 ou en 1967, qui dure depuis aussi longtemps. Et une première remarque s'impose quand on parle de responsabilité de protéger, de la question des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, c'est que quelles que soient les mesures juridiques qu'on peut prendre, quelles que soient les résolutions, il est évident qu'une situation d'injustice et de domination et d'occupation étrangère ne peut produire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire penser aujourd'hui qu'on peut obtenir une situation stable à Gaza et en Cisjordanie où aucun des deux parties ne commettra de crimes de guerre avec la poursuite de l'occupation est totalement illusoire. Et je crois que c'est important à comprendre parce que nous savons que la Palestine est avant tout un problème politique, même s'il y a une dimension humanitaire importante. La question de la justice internationale est évidemment importante, elle est importante peut-être dans le débat depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, puisqu'on a vu dans les différentes guerres qui se sont succédées, 2006 au Liban, 2008 à Gaza, 2012 à Gaza, 2014 à Gaza, que ces questions du viol du droit international et surtout des conventions de Genève concernant la protection des populations étaient au centre de débats. Ce qui est important de voir aussi, c'est que dans ce débat, Israël, bien qu'il y ait, je pense, un mépris assez large pour le droit international, mène quand même un combat pour disqualifier les arguments avancés par les Palestiniens ou par ceux qui les soutiennent, et pour éviter d'être confronté au droit international. Par exemple, durant la session actuelle de l'Assemblée générale, Netanyahou a rencontré Ban Ki-moon et il a insisté énormément pour qu'il n'y ait pas de commission d'enquête sur Gaza. Et un des arguments avancés, qui montre aussi le caractère un peu défensif qu'ont aujourd'hui les Israéliens là-dessus, c'était de dire « mais nous allons faire nos propres enquêtes ». Et c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, la plupart des violations commises par les Israéliens ne suscitaient, du point de vue interne, aucune enquête interne. Là, au contraire, on a vu se multiplier les enquêtes internes. Et à propos de Gaza 2014, l'armée israélienne a décidé d'ouvrir plusieurs enquêtes. Alors, en général, elles n'aboutissent à rien, mais c'est une manière de dire « mais nous enquêtons et donc il n'y a pas besoin que la Cour pénale internationale intervienne ». Je crois quand même qu'il est important de rappeler qu'il y a un droit de la guerre, il y a un droit humanitaire, il y a un droit de protection, et tous les États y sont tenus, notamment les États qui se réclament de la démocratie. C'est les fameuses conventions de Genève sur la protection des populations de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977. Je rappelle quelques éléments parce qu'ils sont importants dans le débat actuel. L'article 48 du premier protocole additionnel explicite une règle fondamentale. En vue d'assurer le respect de la population civile et des biens à caractère civil, les parties du conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu'entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires. Et l'article 54 du même protocole précise « Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile. » Et vous savez qu'à Gaza, comme au Liban d'ailleurs en 2006, systématiquement les attaques visent non seulement les combattants, mais elles visent les centrales électriques, toute une série d'infrastructures civiles qui sont indispensables à la survie des populations. Il y a un autre point important de ce protocole additionnel qui stipule que des attaques sont interdites
sont interdites si on peut s'attendre à ce qu'elles causent incidemment des pertes en vie humaine dans la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. C'est important parce que c'est, comme vous savez, dans le débat autour de la Palestine, la question de quels objectifs, c'est-à-dire même s'il y a un objectif militaire, vous n'avez pas le droit de toucher un objectif militaire si dans cette attaque, il y a des risques trop importants pour la population civile. C'est un vieux débat, hein, je veux dire, qui s'est posé durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a Pierre Mendès France qui, dans ses mémoires, je crois qu'il avait été pilote, il expliquait qu'ils avaient pris la décision de ne pas bombarder à haute altitude, qui était une décision, je dirais, morale et politique, en disant à haute altitude, il y a trop de risques pour les populations civiles. Aujourd'hui, comme vous savez, la plupart des bombardements, ils se font à une hauteur qui, enfin, de toute façon, ni le Hezbollah ni le Hamas n'avaient de quoi descendre des avions, mais ils se font à une hauteur telle qu'il est impossible de réduire les pertes. Mais il y a un autre aspect de ces guerres auxquelles on assiste au Proche-Orient, de la Palestine, c'est qu'on a du mal à appeler ça une guerre. Une guerre veut dire un affrontement entre deux ennemis à peu près équivalents qui disposent, sinon des mêmes moyens, qui disposent d'une équivalence. Qu'est-ce que c'est une guerre dans laquelle finalement ce serait comme une espèce de tir au pigeon, c'est-à-dire où, on l'a vu en Irak ou ailleurs, où la disproportion des forces est telle que même si vous ne commettez pas au sens strict des crimes de guerre, vous massacrez une population, vous massacrez très largement. Il y a un exemple que moi j'aime à citer parce qu'il est assez ancien. En 1899, je crois, au Soudan, il y avait eu une insurrection depuis plusieurs années qui avait libéré le Soudan du contrôle britannique. Et puis les Britanniques ont reconquis ça et il y a eu une fameuse bataille à Omdurman qui est en fait une partie de Khartoum aujourd'hui. Et dans la bataille, je crois qu'il y a eu 30 000 Soudanais qui ont été tués et 48 soldats anglais. En général, c'était d'ailleurs des Égyptiens plutôt que des Anglais. Parce qu'il y en avait des gens qui attaquaient avec des flèches et face à ça, il y avait des mitraillettes qui tiraient. Bon. Donc il y a quand même une espèce de disproportion. C'est une disproportion qu'on retrouve aujourd'hui, notamment depuis la fin de la guerre froide, dans beaucoup de conflits, dans lesquels vraiment il y a un risque d'être dans une situation où il y a une telle disproportion que ça pose un problème à la fois moral et politique. Mais il y a une autre évolution qu'on sent dans le débat autour de ces questions de crimes de guerre et qui me semble très importante et très dangereuse. C'est depuis le déclenchement de la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire en gros depuis 2001, il y a un discours qui a été porté à la fois par le gouvernement israélien et par les néoconservateurs américains qui dit finalement on ne peut pas appliquer le droit international quand on se bat contre des barbares. Il y a Norman Podhoretz, qui était un des théoriciens néoconservateurs américains, qui en juillet 2006, c'est-à-dire au moment de la guerre entre le Liban et le Hezbollah, se dit « Est-ce que les démocraties libérales n'ont pas évolué à un point où elles ne peuvent plus mener de guerre efficace à cause du niveau de leurs préoccupations humanitaires pour les autres ?» Et il poursuit « Et si notre erreur tactique en Irak était que nous n'avions pas tué assez de sunnites au début de notre intervention pour les intimider et leur faire tellement peur de nous qu'ils accepteraient n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas la survie des hommes sunnites entre 15 et 35 ans qui est la raison de l'insurrection et la cause fondamentale de la violence confessionnelle actuelle ?» Donc on est en juillet 2006, c'est à la fois la guerre au Liban et c'est le summum de l'insurrection sunnite en territoire irakien. Et Podhoretz poursuit. Qu'en serait-il si Israël avait toutes les capacités d'atteindre ses objectifs, mais ne pouvait se déployer sans contrainte contre un ennemi plus dangereux, avec moins de scrupules et de principes, plus barbares même que les monstrueux leaders de l'intifada? C'est quelque chose
c'est un discours que maintenant on entend de plus en plus, qui a différentes dimensions. Un, c'est que c'est des barbares, donc on ne peut pas leur appliquer nos règles. Et de l'autre, c'est que les civils sont quelque part responsables de ce qui leur arrive. Et c'était notamment le cas à Gaza. Il y a eu plusieurs éditorialistes israéliens qui ont écrit « Mais ces gens, ils ont voté pour le Hamas, ils ont ce qu'ils méritent ». Et je crois que, mais au-delà de l'aspect général, cet aspect de la guerre de terrorisme et du discrédit de l'autre partie, considérée comme non humaine, comme barbare, est quand même quelque chose de très important. Et ça m'a rappelé quelque chose que j'avais trouvé, c'est une vieille idée, hein, c'est pas une idée nouvelle, mais qui était très forte au moment de la guerre coloniale. En 1898, Heinrich von Treitschke, qui est un expert en sciences politiques, soutenait ce qui, pour nombre de ses contemporains, apparaissait une banalité. Le droit international ne devient que des phrases si l'on veut également en appliquer les principes au peuple barbare. Pour punir une tribu nègre, il faut brûler ses villages. On n'accomplira rien sans faire d'exemple de la sorte. Si dans des cas semblables, l'Empire allemand appliquait le droit international, ce ne serait pas de l'humanité ou de la justice, mais une faiblesse honteuse. Donc à l'époque, c'était assumé clairement. Et il y a un autre exemple de cette époque, c'est à la fin du 19e siècle, on invente une balle qui s'appelle la balle Dum Dum, qui est une balle qui explose à l'intérieur des corps humains. Et il se réunit à la conférence, une conférence à La Haye, des pays dits civilisés, pour bannir cette arme, parce que c'est trop dangereux. Et effectivement, une convention internationale l'a bannie, et l'arme fut réservée à la chasse au gros gibier et aux guerres coloniales. Cité, hein, c'était ça. Le dernier, je dirais, mais ça c'est, bon, c'est évidemment, c'est moins une question, enfin c'est une question de droit évidemment, c'est l'idée de l'humanité de l'autre. C'est-à-dire l'idée que nous ne nous battons pas contre des barbares, même s'ils emploient des méthodes que nous considérons comme affreuses, ça ne justifie pas n'importe quoi. Et je veux dire, on peut penser que l'organisation de l'État islamique est une organisation, je veux dire, qui commet des crimes horribles et qu'il faut les punir, mais on ne peut pas considérer que tous les gens qui vivent, ou même tous les gens qui approuvent, notamment parmi les sunnites irakiens, qui ont considéré à un moment que l'organisation de l'État islamique les libérait d'une oppression étrangère, soient des gens qui sont des criminels, qui ne sont pas des humains, etc. Le dernier remarque que je voudrais faire, c'est sur justement la Cour pénale internationale et son utilisation. Comme vous savez, les Palestiniens sont dans un débat sur la signature de l'adhésion au statut de la Cour pénale internationale. Il y a eu récemment Mahmoud Abbas, qui a brandi la menace, a brandi cette menace, a essayé d'obtenir et a obtenu l'accord de toutes les organisations palestiniennes à cette demande, avec l'idée que si la Cour pénale internationale ouvrait des enquêtes, elle ouvrirait une enquête sur Israël, mais elle ouvrirait aussi une enquête sur les Palestiniens. Et là, je trouve que ça pose un vrai problème sur lequel je n'ai pas de réponse, qui est un problème pour moi politique, mais si nous prenons toute l'histoire des guerres de libération depuis les années 50, il n'y a pas d'organisation de libération qui n'a pas utilisé le terrorisme. J'aime pas le terme, mais au sens de mettre des bombes dans les cafés. Je veux dire, c'était le cas du FLN Algérie, moins, mais ça a été le cas de l'ANC. Je ne connais pas de cas où c'était le cas de l'IRA, enfin c'est pas une question coloniale, mais ça a été le cas tout le temps. Est-ce que l'appel à la Cour pénale internationale amène simplement à dire, bah, écoutez, on va juger Netanyahou ou un dirigeant militaire, on va juger les dirigeants du Hamas, et finalement d'une manière de renvoyer dos à dos. Étant entendu qu'il est clair pour moi qu'au sens propre, les deux ont commis des crimes de guerre. Je veux dire, le Hamas a tiré de manière indiscriminée sur des villes. Alors on peut dire, eux ils disent, mais non, on visait des objectifs militaires et nous n'avons pas une grande précision dans nos... Mais c'est un argument. Donc on ne peut pas en même temps renvoyer dos à dos, pour moi en tous les cas. Pas plus qu'on pouvait dans les guerres coloniales renvoyer dos à dos le colonisateur et le colonisé.
Et donc là, il y a un problème, mais peut-être qui dépasse, je pense, tout à fait la Cour pénale internationale, qui est le problème que je soulevais au tout début, qui est celui de la responsabilité politique. C'est-à-dire que ce qui est à l'origine de tout ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité, ça, ce sont des conséquences de l'occupation. Que la question essentielle, c'est l'occupation. Et que donc c'est cette question qui pose, enfin c'est ce problème de l'occupation qui pose la question de l'effectivité du droit international. Il y a, comme vous savez, sur la Palestine, un nombre incalculable de résolutions des Nations Unies, y compris du Conseil de sécurité, c'est-à-dire y compris de résolutions qui ne se sont pas heurtées à un veto américain. Or, ces résolutions ne sont pas mises en œuvre. Les territoires de 1967 ne sont pas vraiment protégés par la communauté internationale. Aucune mesure de sanction n'a été prise pour rendre cette occupation, pour la rendre plus difficile. Je veux dire, on a un exemple qui est quand même extraordinaire, qui est la Cour internationale de La Haye qui a pris une décision sur le mur, demandant aux États, et normalement les États devraient mettre en œuvre cette décision qui considère le mur comme illégal et de prendre des mesures pour la destruction du mur. Il n'y a rien qui a été fait. Juste avant de venir ici, je regardais, hier il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay qui condamnait la décision israélienne de construire, je ne sais pas, 1000 ou 1500 logements à Jérusalem-Est. Et moi, en général, quand je fais beaucoup de tweets, je fais 572e communiqué du ministère des Affaires étrangères condamnant la colonisation. Mais il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de continuer dans cette situation. Et quoi qu'on pense du droit à la résistance, quoi qu'on pense de la manière dont les Palestiniens mènent cette résistance, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Je veux dire, on ne peut pas, encore une fois, mettre sur le même plan cette résistance et Israël et l'occupation israélienne. Merci.